La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle saison du TVR BP Go Business Club dans cette magnifique écrin de l'Atrium. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour à nouveau suivre cette économie et cette politique décryptée par celles et ceux qui la font. Nous sommes très heureux avec les chroniqueurs du jour que je vais vous présenter tout de suite d'accueillir un invité exceptionnel, un invité hors norme qui va nous plonger vraiment dans les grands mécanismes du monde. Merci à Maurice Bourrigaud, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest, de nous accueillir dans ce très beau studio. Bonsoir Stéphane. Merci également à Clémentine Gallet, vous êtes la présidente de Coriolis Composite et présidente du comité aéro PME du GIFAS, à savoir le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. Merci d'être autour de ces tables et merci à mon éminent confrère François-Xavier Lefranc, membre du directoire mais également directeur des rédactions de Ouest France. Nous avons énormément de questions à poser dans un format de 52 minutes à notre invité. Nous sommes très heureux d'accueillir le Breton des Bretons, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de 2017 à 2022, ministre de la Défense de 2012 à 2017, président du Conseil régional de Bretagne à 3 reprises entre 2004 et 2017, à savoir 2004, 2010 et 2015, député du Morbihan à plusieurs moments entre 1978 et 2007, 23 ans au total, et puis secrétaire d'État à la mer, c'était en 1991 et 92, et on ne peut pas oublier aussi ce poste de maire de Lorient de 80 à 98 et président également de la communauté de communes de cette belle ville du Morbihan. Cette émission, nous avons souhaité, et notre invité d'honneur nous a même trouvé le titre « La Bretagne dans le désordre du monde ». Je vous demande d'accueillir Monsieur le Ministre Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian, un très grand merci d'accepter cette invitation du TVR BP Go Business Club. On a, avec les 3 éminents membres, énormément de questions à vous poser. La première, après 2 quinquennats pleins, 10 ans au cœur des affaires de la France et du monde, j'ai juste envie de vous demander comment se sont passées ces vacances d'été. Ça fait peut-être très longtemps qu'elles n'avaient pas été aussi sereines. D'autant plus que généralement, les mois d'août sont toujours des mois de grande tension. Et là, pour la première fois, j'ai passé avec mon épouse et en famille un mois d'août serein. Je vous rappelle qu'au mois d'août de l'année dernière, c'était l'Afghanistan, qu'au mois d'août de l'année avant, c'était le coup d'État au Mali et l'explosion du port de Beyrouth, et ainsi de suite, tous les mois d'août, depuis longtemps. Et là, un mois d'août calme, j'ai décompressé. Je suis en fin de décompression. C'est comme un comment dire, un scaphandrier qui remonte et qui redécouvre un espace nouveau. C'est pas toujours simple, mais je fais ça avec beaucoup de gourmandise parce que je me suis découvert un nouvel ami, le temps. Jusqu'à présent, le temps, c'était mon punching ball. C'était mon adversaire quotidien, d'une certaine manière. Et là, il est devenu mon ami, il m'accompagne, je l'ai apprivoisé. Alors, il y a eu quand même des sujets d'actualité. Je suis quand même persuadé que vous n'avez pas tout coupé et que le pouvoir d'achat, la crise ukrainienne, on va en parler et on va démarrer avec ça dans un instant, mais aussi peut-être ces terribles incendies vous ont donné matière à réagir, à penser. Là, il y a 4 crises en même temps. Et si on ne les identifie pas bien, on risque de passer à côté du règlement. Elles sont
plus ou moins importantes, mais liées entre elles, ça aboutit à, je pense, une inquiétude des Françaises et des Français. Il y a l'inflation d'abord. C'était au départ, avant même la crise ukrainienne. L'inflation a commencé à partir de la relance. C'est-à-dire, l'inflation, c'est post-Covid. Mais elle est toujours là, même si en France, elle est moins élevée qu'ailleurs. Je souhaite bien du plaisir à Liz Truss pour gérer la dérive inflationniste britannique, mais il y a l'inflation. Et puis, il y a la crise énergétique, qui est en partie due à la crise ukrainienne, on y reviendra, mais pas uniquement, parce qu'en France, elle est due aussi à d'autres éléments conjoncturels que maintenant, je crois, chacune et chacun connaît, liés à l'entretien de nos centrales nucléaires. Donc c'est un moment difficile à passer, mais en France, il est là sur l'hiver qui vient. Ensuite, il y aura, je pense, rétablissement de l'activité de ces centrales. Inflation, crise énergétique, crise climatique, parce que ce qui s'est passé cet été, c'est en gros, t'as le bonjour du GIEC, hein, puisque c'est le GIEC près de chez soi, avec les crises qui se sont manifestées et qui montraient l'urgence climatique, et la crise ukrainienne. Ça en fait 4. Elles sont liées entre elles, et il y a une question qui est lourde, sur laquelle je pense qu'il faudra aussi qu'on revienne peut-être, c'est l'articulation entre la crise climatique et la crise énergétique. La crise énergétique, le point de départ, c'est la crise ukrainienne, moins pour la France, je l'ai dit, mais en raison de la position du président Poutine concernant l'usage du gaz. L'Union européenne a pris des positions très fermes sur le sujet, mais est-ce qu'on peut gérer la crise climatique et la crise énergétique en même temps, avec les mêmes critères? Il y a certains qui disent qu'il faut le plus vite possible gérer la crise énergétique parce qu'autrement on ne va pas s'en sortir. On va laisser tomber provisoirement nos critères de lutte contre le réchauffement climatique. Et d'autres qui disent qu'il faut faire les deux en même temps. C'est ça le sujet qui est sur la table de l'Europe aujourd'hui, là, au mois de septembre. Moi, je suis favorable à ce qu'on fasse les deux en même temps, précisément parce que ça peut être aussi une chance, un aiguillon dans les difficultés que nous traversons. Mais voilà, c'est vrai, le mois d'août, pas de crise violente pour moi, en ce qui me concerne, mais 4 crises en même temps pour l'ensemble de nos concitoyens et pour le pays. En 15 secondes, la Bretagne dans le désordre du monde. Pour quelle raison ce titre? Parce que il s'est imposé tout de suite sujet, à vous, hein. Oui, parce que le sujet c'est le désordre. La nouvelle donne, c'est le fait qu'il n'y a plus de règles. C'est pour ça, c'est le désordre. Jusqu'à commencer il y a 10 ans, il y a encore 10 ans, les Nations Unies avaient un rôle. Il y avait le respect de ce qu'on appelle le multilatéralisme. C'est un mot compliqué, mais qui veut dire l'état de droit, l'égalité de chacun des pays par rapport aux autres, la reconnaissance donc de l'intégrité territoriale de chacun, et la nécessité pour tous ces acteurs-là de mener ensemble les urgences des biens communs. Et on se retrouvait devant un Conseil de sécurité et devant une Assemblée générale des Nations Unies, plus toutes les associations, les agences liées aux Nations Unies qui menaient des actions très précises, comme le Programme alimentaire mondial, la FAO, enfin moi je ne rentre pas l'UNESCO, je ne vais pas tous les décliner. Il n'y a plus de règles. Parce que ce socle sur lequel nous vivions depuis 1945 est tombé pendant les 10 ans. J'ai eu la coïncidence de devenir ministre de la Défense et de rester 10 ans à partir de 2012. C'est à partir de 2012 que le président Poutine est redevenu président de la Fédération de Russie. Il a remplacé Medvedev à ce moment-là, il est toujours là. Et c'est à partir de 2012 que Xi Jinping est devenu le premier secrétaire du Parti communiste chinois. Et il se prépare à son 20e congrès. Il y a eu des changements très lourds dans ces deux pays à ce moment-là, plus Trump.
Je suis allé souvent au Conseil de sécurité, il m'est arrivé de le présider plusieurs fois. Vous savez qu'au Conseil de sécurité, il y a 5 membres qui ont le droit de veto. Et en fait, j'ai vu se déliter l'instance et le poids que peuvent avoir les Nations Unies dans la régulation des conflits. On arrivait à se mettre d'accord sur des conflits. J'ai beaucoup de respect pour Haïti, mais sur Haïti, on arrivait à se mettre d'accord. Mais dès qu'on passait à un autre échelon, il y avait ou le veto russe, ou l'insouciance, ou la provocation américaine sous Trump, et l'habileté chinoise. Mais cet outil-là ne marche plus. Donc on a cette question devant nous, à un moment où jamais on a eu besoin de ce lieu, autant de ce lieu, parce que jamais les enjeux du monde n'ont été aussi interconnectés. C'est au moment où le monde devient interconnecté, où les enjeux sont planétaires, que ce soit les pandémies, que ce soit la crise alimentaire, que ce soit le terrorisme, qu'on aurait besoin d'outils de régulation et de dialogue, et c'est à ce moment-là qu'ils ne sont plus là. D'où le désordre du monde et des puissances qui sont aujourd'hui décomplexées, tout est rapport de puissance. Le désordre du monde avec cette crise ukrainienne qui n'en finit pas et qui risque de durer malheureusement. Maurice Bourrigaud. Monsieur le ministre, très honoré de vous accueillir. Et très honoré parce que vous incarnez aussi la noblesse de la politique et je vous en suis infiniment reconnaissant. Le désordre du monde, on ne va pas parler de la Bretagne trop, même si on va y penser tout le temps. Et c'est la première fois que nous accueillons un menhir dans cette salle, le menhir breton, c'est votre surnom. Ce désordre du monde, il est très profond. Laurent Marchand, dans son édito de Ouest France hier, nous dit « Voyons plus loin que le bout de notre facture ». Et il nous invite à bien réfléchir à ce qui se passe en Hongrie, en Pologne, en Italie. Il y a quand même une zone de déstabilisation qui est majeure. Je ne sais pas comment on hiérarchise quand on est dans les plus hautes fonctions de l'État, comme vous l'avez aidé. Il y a des crises longues et il y a des mouvements de longue durée. Ce que je viens de décrire est un mouvement de longue durée. Puis, il y a des crises imprévues, il y a des crises calculées, puis il y a des volontés affirmées de la part de pays, de chefs d'État qui décident d'agir dans telle ou telle direction. Donc c'est le croisement de tout cela qui fait la politique internationale qui est extrêmement dense en ce moment. Mais par rapport à ce à quoi vous faisiez allusion, je crois qu'il y a quelque chose de très profond dont nous n'avons pas encore pris totalement conscience. Il y a quelques années, c'était à la fin des années 90, on prônait la fin de l'histoire. Un écrivain célèbre s'est illustré sur ce sujet. Parce que, après la chute du mur de Berlin, après la disparition de l'URSS, c'était la fin de l'histoire. La démocratie gagnait, c'est-à-dire le lien entre la démocratie et le libéralisme était en croissance, et que tout cela allait finir ainsi. C'était un rêve. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre situation, c'est que finalement, l'idée selon laquelle nous vivons, sans doute vous et moi, et beaucoup d'autres, comme quoi la démocratie et le libéralisme sur lequel le monde occidental est assis, cela devrait se poursuivre. Et il faudrait que progressivement, il y ait un aboutissement. Ce n'est plus le cas. Et est-ce que ça le sera de nouveau? Je ne suis pas sûr. Bonjour Monsieur le Ministre. Il y a 10 ans, vous deveniez donc ministre de la Défense. Barack Obama était à la Maison-Blanche. Depuis, on pense à toutes les crises, les grandes crises internationales qui se sont déroulées. Est-ce qu'on peut dire que c'est la décade où le monde a changé? Le monde n'est plus le même qu'il y a 10 ans aujourd'hui. Oui. Le monde n'est plus le même, c'est ce que j'ai voulu dire au départ. Nous sommes dans une situation de brutalisation, d'affirmation décomplexée des puissances, de rivalité partout, et pas uniquement dans le rapport de force militaire, de fin de la séparation entre ce qu'on appelait le soft power et le hard power. Tout est conflictuel. Et ensuite se produisent des crises sur telle ou telle partie du monde qui révèle cette conflictualité, avec la montée des populismes qui, en plus, accompagne cette évolution. Alors, et au sein de cela, les démocraties, il faut qu'elles tiennent. Et c'est pas simple,
D'autant plus qu'à l'intérieur même des démocraties, il y a des complexités. Quand on parle avec tel ou tel leader d'Afrique et qu'on évoque la démocratie, il dit mais le Capitole à Washington, c'était la démocratie, c'est votre démocratie. Bref, on est une forme d'aboutissement qui nous amène et qui nous oblige à être très clair et très ferme sur nos propres valeurs et nos propres engagements. Vous avez côtoyé tous les grands dirigeants du monde. L'information aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est la centrale nucléaire de Zaporijia en Ukraine, la plus grande centrale nucléaire d'Europe, qui est à l'arrêt, qui a été bombardée. L'agence de l'énergie atomique qui est sur place tient des propos assez alarmistes. Et on se dit, mais Poutine est-il fou? Poutine est-il un homme qui maîtrise toutes les décisions? Est-il capable de perdre le fil? Parce qu'on mesure les dangers que ça représente. Non, il n'est pas fou. Il est le porteur d'une réécriture de l'histoire, ce qu'on appelle un espèce de révisionnisme impérialiste, développant une vision de la Russie qui n'est pas celle de l'histoire réelle, et n'imaginant pas et ne supportant pas qu'à côté de cette Russie-là, des pays peuvent développer une logique politique différente, un modèle différent, comme l'Ukraine. Alors, il n'est pas fou, et parfois il se trompe. Il a, à mon avis, déjà 3 erreurs majeures, 4 même. La première, c'est qu'il pensait, le 24 février, lorsque la guerre a été déclenchée, que l'opération à Kiev allait se passer rapidement avec un changement d'équipe et un accueil. Il a fait le contraire. C'est-à-dire que l'action de la Russie en Ukraine a contribué à créer la nation ukrainienne. Vous avez été surpris, vous-même, par la réaction des Ukrainiens? Ah oui. J'étais surpris par la réaction des Ukrainiens. J'étais allé plusieurs fois à Kiev avant. J'avais connu Poroshenko, etc. J'avais vu Zelensky aussi avant qu'il ne soit président. Vous savez, Zelensky, c'était un animateur de radio. Beaucoup de respect pour les animateurs de radio, mais en l'ayant rencontré avant, je ne voyais pas prendre une telle dimension. Et finalement, il exprime une force d'une nation qui se constitue dans le combat. C'est un peuple en armes. Première erreur d'analyse de la part du président Poutine. Deuxièmement, il pensait que l'Europe n'allait pas réagir de cette manière aussi vite et aussi fortement. Et il pensait pouvoir trouver en Europe, peut-être d'ailleurs qu'il n'a pas renoncé, quelques alliés qui empêchaient des votes à l'unanimité, parce que l'Europe vote à l'unanimité sur des engagements de ce type. Or, l'Europe a réagi extrêmement rapidement par des sanctions. Je ne vais pas vous en faire la liste, il y a eu 7 paquets de sanctions, qui sont des sanctions individuelles, mais qui n'ont pas encore tout donné leur effet. Et donc, il n'a pas pu diviser l'Europe. Et dans la période que nous allons vivre maintenant, il importe que l'Europe reste unie, y compris sur les questions énergétiques. Troisième erreur, il a renforcé l'OTAN. Alors que le but était un but d'éviter la présence de l'OTAN à la frontière. Or, il pense qu'il y a à ce moment-là une crise interne à l'OTAN. Donc l'OTAN, c'est ce qui assure notre sécurité collective. Rappelez-vous que le président Macron avait fait une sortie assez forte en estimant que l'OTAN était en état de mort cérébrale. C'est vrai que l'OTAN, il y avait un doute sur la solidité de ce que ça représentait. Et puis il y avait aussi des tentations dont nous ne faisons pas partie, de faire en sorte que la sécurité collective aille au-delà de l'espace euro-atlantique et puisse se projeter dans le Pacifique. Là, non seulement il renforce la solidité de l'OTAN, mais il amène la Finlande et la Suède, qui s'en étaient toujours écartées, à rentrer dans l'OTAN, avec le soutien de tout le monde. Donc, parfois, des erreurs. Et quatrième, l'état de l'armée russe n'était pas celui auquel il pensait, manifestement. Donc, non, il n'est pas fou.
Oui, la menace est toujours là. Oui, je pense. La dernière émission que j'ai faite comme ministre en exercice, on m'avait interrogé sur la manière dont je percevais la durée de la crise. Et un de vos collègues y allait doucement en disant « encore plusieurs mois ». J'ai dit « sûrement ». Encore plusieurs années, peut-être. Je maintiens mon diagnostic. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la force de la résistance ukrainienne est telle que la Russie ne gagne pas, mais les perspectives d'une paix sont quand même extrêmement faibles dans l'état actuel des choses. Il faut que nous puissions préserver les possibilités d'une paix, mais je ne la vois pas poindre au rendez-vous. Clémentine Gallet. Oui, alors moi, ce serait plutôt sur le sujet de l'Europe, justement, face à ce dérèglement général et l'interconnexion des grandes puissances dont on maîtrise assez peu les trajectoires. Qu'est-ce qui a changé depuis la crise en Ukraine au niveau européen? Qu'est-ce que vous avez vu évoluer et vers quelle Europe va-t-on? Parce que je suis un pur produit européen ayant fait mes études en Allemagne et notre génération pousse pour qu'on en fasse plus ensemble. Qu'est-ce qui va arriver, qui va faire un réel changement dans l'Europe aujourd'hui? Dans le vocabulaire sur l'Europe, il y a deux mots qui ont fait leur entrée et qui sont deux mots majeurs, puissance et souveraineté. Le chancelier allemand, dans un discours très important de Prague, ceux qui suivent les enjeux européens devraient le lire, parce que c'est d'une certaine manière, et c'est ce que disent les membres de son entourage, une réponse au discours de la Sorbonne du président Macron en 2017. Enfin, une réponse, une suite. C'est son discours de la Sorbonne à lui. Puissance et souveraineté. Parce que dans tout ce désordre du monde, il y a une source d'optimisme pour moi, qui n'est pas un optimisme naïf, c'est l'Europe. Pendant très longtemps, l'Europe s'est développée uniquement sur un marché et sur des valeurs. On affichait le marché, on affichait les valeurs et on ouvrait le marché. On l'unifiait progressivement pour en faire une zone de croissance interne. À l'abri des conflits du monde, considérant que c'était un espace de prospérité qui pouvait durer par le fait que ce marché existait, et donc que maintenant c'est 450 millions, puisque les Britanniques nous ont quittés, allaient pouvoir vivre dans le progrès et dans la sérénité, arc-boutés sur les valeurs qui étaient les nôtres. Naïveté. Nous avons vécu dans la naïveté. Et je pense qu'en 10 ans, l'Europe a fait une révolution copernicienne et qui s'est accélérée depuis quelque temps. C'est vrai sur l'Europe de la défense. C'est vrai sur l'Europe industrielle. C'est vrai sur la diplomatie aussi. C'est peut-être encore des sujets sur lesquels il faudrait avancer un peu plus. Mais l'évolution est vraiment spectaculaire. Je vais vous donner deux ou trois exemples qui me paraissent essentiels, et puis arriver sur la crise énergétique. Quand j'étais ministre de la Défense, Madame van der Leyen et moi-même, qui est maintenant devenue présidente de la Commission, elle était ministre de la Défense à ce moment-là, nous avions proposé à nos collègues, membres à ce moment-là nous étions 28, d'activer un article du traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne, c'est celui sur lequel nous vivons, et qui permettait des coopérations spécifiques sur la défense, à condition que tous les autres soient d'accord. Et vous pouviez vous mettre à deux pour faire un truc, mais vous ne pouviez vous mettre dans le domaine de la défense parce qu'il y avait l'OTAN qui était la référence de beaucoup de membres, toujours de membres de l'Union européenne, et qui considéraient que évoquer la défense européenne, c'était contredire l'OTAN, c'était se substituer à l'OTAN, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, il y en avait qui pensaient ça, y compris les Allemands. Et donc on a proposé un petit truc qui était de commencer à mettre en commun nos services de santé militaires. Petit. On appelait ça la coopération structurée permanente. Et on a eu, c'était en 2016, un accueil glacial.
Aujourd'hui, tout le monde est dans la coopération structurée et permanente sur plein de sujets. Mais non seulement cela, l'Europe a décidé de mettre, Clémentine connaît ça, un fonds spécial qui s'appelle le Fonds européen de défense pour financer des équipements pour les armées européennes faits par les industriels européens. Jamais c'était envisageable il y a encore quelques années. Tout ça, c'était avant la crise ukrainienne. Et en plus, au moment de la crise ukrainienne, les Européens, ensemble, fournissent des armes aux Ukrainiens payées par l'Europe ensemble. Et en plus de cela, les Européens décident de se mettre d'accord, ça se passe à Brest, c'est pour ça que j'y pense là maintenant, de se mettre d'accord sur ce qu'on appelle la boussole stratégique, c'est-à-dire les enjeux de défense de l'Union européenne. Et ça, c'est largement partagé par tout le monde, y compris les Allemands qui étaient les plus réticents, qui étaient les plus proches des Américains. Ça marche. C'est pas contre les Américains, c'est pas contre l'Alliance. C'est en soutien de l'Alliance si nécessaire, mais en défendant nos propres intérêts en cas de crise. Et quand on a vu la présidence Trump, à un moment donné, on peut se dire que nos intérêts, il faut les respecter nous-mêmes, et il faut les défendre nous-mêmes. Donc c'est une nouveauté considérable, rien que dans ce domaine où l'évolution a bougé, finalement la sécurisation des Européens s'est accentuée. On est impatient de vous entendre aussi sur ces 10 années, 5 ans vraiment à la tête de la Défense, ministère de la Défense, et ensuite de l'Europe et des Affaires étrangères. J'en profite, puisque nous avons parlé de l'Europe, de saluer Madame Hutin qui a lancé la Maison de l'Europe à Rennes et qui est parmi nous. Soyez vraiment la bienvenue durant cette émission. Maurice Bourrigaud, on voulait s'intéresser justement à ce chapitre de la défense et principalement à l'Afrique, parce que il y a eu vraiment l'opération Serval, Barkhane. Vous n'avez pas chômé pendant ce premier quinquennat, Maurice. Justement, est-ce que l'Europe est unie dans ses combats? Est-ce que l'Europe est vraiment une Europe puissance? Le sujet n'est pas l'Europe fédérale, probablement aujourd'hui en tout cas, mais est-ce que l'Europe est vraiment unie? Est-ce qu'elle est en train de cranter, franchement? Parce qu'on dit toujours que vous avez été ministre des Affaires étrangères. Moi, j'aime bien les anecdotes pour associer le peuple à cette dimension européenne. Vous êtes le seul à prendre la parole au Conseil des ministres, en plus du président de la République. Et tout le monde doit savoir ça, qu'en Conseil des ministres, il n'y en a que 2 qui prennent systématiquement la parole, dont le ministre des Affaires étrangères. Mais vous avez été ministre des Affaires étrangères, enfin de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce qui montre bien que l'Europe n'est ni une affaire étrangère, ni une affaire interne. C'est une dimension, je ne sais pas pour l'anecdote qui a inventé ça, mais je trouve ça remarquable. Est-ce que l'Europe est unie dans ses combats, justement, comme ministre de la Défense, vous avez été, aujourd'hui on a mis des armées, peu importe le vocabulaire, est-ce que l'Europe est unie pour cette défense face au monde? Sur le Conseil des ministres, le ministre des Affaires étrangères a la lourde tâche en 10 minutes, un quart d'heure, de faire le point de la situation internationale à chaque Conseil des ministres, et Dieu sait s'il y avait de la matière. Mais vous aviez ouvert sur l'Afrique. Avant que les autorités maliennes ne nous fassent savoir qu'elles ne souhaitaient plus notre présence, l'opération dite Barkhane s'était ouverte à 10 pays européens qui étaient présents là. Parce que, dont les Estoniens, dont les Tchèques, qui n'avaient pas des habitudes africaines très, très fréquentes. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient que cette zone faisait partie de la sécurité de l'Europe. Ce n'était pas pour faire plaisir aux Français, c'était, oui, vous avez raison, il s'agit bien là de la sécurité de l'Europe aussi. Il s'agit de la sécurité des États concernés, mais il s'agit aussi de la sécurité de l'Europe. Donc cette prise de conscience, elle est récente, hein, mais quand la crise malienne a eu lieu, il y avait 11 pays européens qui avaient qui avaient diligenté des forces sur le territoire, ce qui est beaucoup. Et a priori, les pays baltes, c'était pas automatique, mais parce que les Roumains, parce qu'il y avait cette prise de conscience. L'objectif de Poutine, je reviens au début de notre conversation, c'est évidemment de diviser les Européens. Et donc, la force de l'Europe s'était unie. On avait dit plein de choses sur la désunion des Européens. On avait dit, au moment du Brexit, j'ai eu aussi à vivre cette période, que les Européens allaient se fissurer. Et que l'attractivité du programme Global Britain,
allait entraîner quelques défections, les Polonais, par exemple, ou d'autres. Ça n'a pas été le cas. Parce que précisément, là non plus, c'est pas uniquement parce qu'on est copain avec un tel. C'est parce que c'était l'intérêt des uns et des autres de rester dans l'Union européenne. La force du marché intérieur, c'est quelque chose. Et donc, sur le Brexit, ça n'a pas bougé. Alors que, y compris, à mon avis, Boris Johnson voulait essayer de mettre des coins entre les uns et les autres. Aujourd'hui, il y a d'autres initiatives. Hein. Vous avez évoqué la Hongrie. On ne sait pas ce qui va se passer aux élections italiennes. Sauf que je constate que Mme Meloni, candidate potentiellement favorite, est en train succédant à l'interview, de mettre, si je peux me permettre de l'expression, de l'eau dans son vin, même si le vin italien est bon. Vous parliez de M. Johnson, vous connaissez bien Mme Truss qui devient Première ministre. Elle est comment cette femme? Vous la connaissez très bien, vous l'avez souvent approchée dans des réunions. Est-ce qu'elle est, comme on le dit, quelqu'un de très dur? On la compare à Mme Thatcher. Est-ce que vous feriez cette comparaison? Bon, je ne vais pas, mettre de qualificatif auprès d'une ancienne collègue. On pourrait résumer en disant qu'elle n'est pas très souple. Mais par contre, ça peut être parfois un avantage. J'ai eu l'occasion de travailler beaucoup avec elle sur la question iranienne, autre sujet compliqué de crise, dont on ne voit pas encore vraiment la sortie. Même pas du tout pour l'instant, même s'il y a eu les jours derniers des éléments positifs. Aujourd'hui, il semble retomber, et le sentiment que sur la crise iranienne, c'est mon avis personnel, hein, les autorités iraniennes attendent la fin des élections intermédiaires américaines avant de pousser à l'hypothèse d'une conclusion, ce qui serait une très bonne chose pour la planète entière et en particulier pour la zone. Mais pour revenir à Liz Truss, son problème, ça va être majeur, au-delà des conséquences de l'inflation et des prix de l'énergie au Royaume-Uni, ça va être le respect du protocole irlandais. Le protocole irlandais qui a été la suite du Brexit, qui a été validé en 2020, il faut qu'il soit respecté. Pour l'instant, il n'est pas vraiment appliqué, sur le fait qu'il y ait des pressions diverses, en particulier en Irlande du Nord. Donc là, il y a un rendez-vous essentiel pour les Irlandais en particulier. Clémentine Gallet, ah oui. On regarde ça de près en Bretagne, la situation en Irlande du Nord, le feu couve. Oui, bien sûr. Il faut un peu de choses pour ça. C'est pour ça que la seule solution qui avait mis beaucoup de temps à aboutir, c'était les mesures qui ont été prises dans ce qu'on appelle le protocole irlandais, c'est-à-dire préserver une espèce de marché unique irlandais et en même temps éviter qu'il y ait un détournement du marché unique européen par le fait qu'il y ait un marché unique irlandais. Je résume un peu rapidement des questions très complexes. Et il faut que ça reste comme ça, sinon on va revenir à des situations conflictuelles d'avant ce qu'on appelait les protocoles et l'accord du Vendredi Saint. On est à 35 minutes d'émission. On va essayer de tourner et de vous entendre, Clémentine. Un petit back to the basic. Après la tournée de la diplomatie internationale, les deux quinquennats, les deux ministères, quelle est la différence? Quel est le quotidien d'un ministre de la Défense et celui d'un des Affaires étrangères, son rapport au président? Comment ça s'organise? Et puis familialement, comment ça s'est passé durant les deux quinquennats? Sur le dernier point, ça a bien tenu. Même si nous fréquentions par intermittence. Merci en tout cas à Maria Le Drian-Valliot d'être avec nous. Mais ça fait du bien d'être maintenant aussi. Oui. Sur les relations avec le président, avec les deux présidents, il y a un impératif, c'est il faut qu'il y ait une confiance totale dans les postes occupés. Voire une complicité intellectuelle telle qu'on n'est pas automatiquement obligé de se parler avant de dire quelque chose. Mais qu'on sait qu'on correspond à ce que souhaite le président. Donc il faut être très vigilant parce que le ministre des Affaires étrangères en particulier, le ministre de la Défense aussi, ses propos sont auscultés dans le monde entier. Moi, on m'a parfois reproché de ne pas être assez bavard. Je pense que c'est une force de ne pas être bavard dans ces postes-là. Parce qu'il faut qu'il y ait vraiment... La communication soit faite au millimètre.
et qu'elle soit en harmonie totale avec la pensée du président. Donc j'ai eu cette chance d'avoir une complicité totale avec l'un et avec l'autre, de différentes manières, puisque le ministre de la Défense, sa mission principale, c'est de faire en sorte que les armées soient en situation de pouvoir répondre aux décisions du président, même si vous pouvez vous-même donner un avis sur la manière de gérer une crise. Le ministre des Affaires étrangères, il est tout le temps avec le président. Vous dites quasiment tout le temps. Enfin, pas toute la journée, mais c'est quasiment presque tous les jours. Jean-Yves Le Drian, vous dites que ces 10 années vous ont rendu beaucoup plus grave. On aimerait vous entendre sur ces situations très pesantes et à la défense, parce que lorsqu'il faut annoncer à une famille le décès d'un militaire ou d'un civil, et aux affaires étrangères, on aimerait vous entendre aussi sur ce qui a pu se passer lorsque vous étiez complètement à la baguette pour faire rentrer tous ces Français et les traducteurs. Mais c'est quelque chose qui... Est-ce que l'on se sent seul à ce moment précis lorsque l'on prend de telles décisions qui engagent sur la vie de civils ou de militaires? J'ai 2 exemples qui me viennent à l'esprit. Le premier, le plus récent, c'était au mois d'août de l'année dernière, lorsqu'il y a eu une accélération du départ des Américains d'Afghanistan et en particulier de Kaboul. De Kaboul, oui. Ça se passe le 15 août, comme je le disais tout à l'heure. Il faut prendre des décisions. Et là, il y a un dispositif de décision très, très resserré, puisque c'est l'ambassadeur, moi-même et le chef de l'État. C'est tout. Et heureusement que c'est tout. Et là, notre ambassade est à Kaboul centre, dans ce qu'on appelle la zone verte, parce qu'elle est protégée. Et il faut savoir à quel moment on dit à l'ambassadeur d'aller sur l'aéroport et de commencer à évacuer. Même si on avait déjà antérieurement anticipé des évacuations, encore qu'il faut trouver des avions et il faut discuter avec nos collègues du Qatar qui nous prêtent des avions pour aller chercher les gens. Donc il faut mener tout cela et décider à quel moment, avec les risques. Est-ce que l'aéroport va tenir ou pas? Et finalement, c'est le type de décision que je prends en accord avec l'ambassadeur et avec l'accord du président de la République à qui je propose cette solution-là. Nous avions un ambassadeur de grande qualité. Nous avions évacué une bonne partie, quasiment la totalité de la communauté française, déjà par anticipation, mais il y avait beaucoup d'Afghans d'intérêt qui étaient menacés avec l'arrivée des talibans qui voulaient venir en France. Et on organisait des transports avec les avions de Qatar Airways en bus du centre de Kaboul à l'aéroport et on les transférait à Doha. Et il y avait un dernier bus qui devait prendre 300 personnes, je crois, à peu près. Plusieurs bus, un convoi, pour 300 personnes. Et je me trouve à ce moment-là à Dublin. C'est la visite officielle du président Macron en Irlande. Je crois que ça va être le 25 ou le 26 août. Et en accord avec le président de la République, je prends la décision de ne pas faire marcher le convoi, donc d'arrêter le convoi, au grand désespoir des Afghans et des familles qui les soutenaient en France et ailleurs, parce qu'on nous avait annoncé des risques d'attentats de la part des services américains sur l'aéroport lui-même. Et bien, on a pris, puisqu'il y a eu effectivement 13 morts, une heure après. Donc c'est des décisions qu'il faut prendre tout de suite, comme ça, qui sont très, très lourdes et très difficile à prendre, parce que est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas de l'intox? Et puis, par rapport à la dramatisation, mon premier déplacement de ministre, c'est en fin juin 2012, lorsque 4 de nos soldats sont tués à Nijrab, dans les montagnes au-dessus de Kaboul. Et je vais chercher les 4 cercueils. Il y en a eu, malheureusement, il y en a eu d'autres après. Pas uniquement en Afghanistan. Donc ce moment-là est difficile. Ces moments-là sont difficiles, à la fois émotionnellement, par rapport aux familles, mais aussi par rapport à leurs camarades. Et ces moments-là sont difficiles aussi, pour prendre l'exemple de l'Afghanistan, par la prise de risque. Et on ne fait pas automatiquement plaisir à tout le monde. C'est ça la vie de ministre, dans un monde en désordre. Maurice. Des éléments de fierté sûrement, parce que quand on parcourt le monde, chef de la diplomatie,
des éléments de fierté plein le cœur, probablement. La France, puissance maritime, deuxième domaine maritime au monde, 11 millions de kilomètres carrés. Le port de l'Orient qui conquiert un marché à Oman, un énorme marché. Des éléments de fierté, qu'est-ce que vous aimeriez partager dans vos fonctions? J'avais toujours plaisir à n'importe où j'allais, mais là j'ai un nombre d'histoires incroyables à raconter sur ce point, et je ne ferai pas ça maintenant, de rencontrer des Bretons, partout où j'allais. Il y a même des... Plus de 100 visites, hein, de 100 pays visités. Oui, une centaine, 102. Mais sur la France, je pense que les Français ignorent ou veulent ignorer la force que représente la France à l'étranger, l'attractivité, singulièrement auprès des jeunes. Il y a un plaisir lubrique français de se dénigrer soi-même, qui malheureusement ne s'arrange pas. C'est extrêmement attristant. Et ils sont plus gays à l'étranger, les Français, ou... Pardon? Ils sont plus gays quand ils sont à l'étranger? Je ne parle pas des Français à l'étranger. Ils sont quand même un peu plus conscients de la force de notre pays. Je parle des responsables économiques, politiques, culturels à l'étranger. Notre pays a une influence que les Français sous-estiment considérablement. Quand on va en Inde, la France est respectée, admirée. Quand on va aux États-Unis, on est respecté. Bref, quand on va au Japon, on est respecté. Je prends des grands. Quand on va en Chine, on est respecté. On est beaucoup plus respecté et reconnu que les Français ne le pensent eux-mêmes. Non, sur l'océan, c'est quand même... Vous avez été secrétaire d'État à la mer. On a toujours un secrétaire d'État breton, Hervé Berville, qu'on découvre avec grand bonheur. Oui, la mer, c'est une forme de puissance de conquête formidable. Ça va me ramener sur l'océan au sujet de départ, au sujet de sécurité et de défense. Et aux règles. Aujourd'hui, il y a 3 domaines que l'on appelle les domaines contestés en termes de géopolitique. L'espace, le numérique et la haute mer. Ces 3 espaces-là, qui peuvent avoir des liens ensemble, mais enfin ces 3 espaces-là, ce sont des espaces contestés parce qu'ils ne sont pas régulés du tout. Sur le reste, il y a des règles. Il y a des règles sur la prolifération nucléaire, il y a des règles sur beaucoup de choses. Mais là, il n'y a pas. Et d'ailleurs, il devait y avoir un accord sur la haute mer les jours derniers qui n'a pas pu aboutir. Il n'y a pas. Et donc, cela devient, les 3 secteurs-là, des espaces de conflictualité du futur. Et sur le numérique, avec toutes les manipulations que l'on peut mettre en œuvre, d'une part, et avec la domination des GAFA, sans règles. Et enfin, les Européens ont réussi à se mettre d'accord pour établir des règles, pour éviter que le marché du numérique en Europe ne soit complètement pris en compte que par les groupes dominants américains, voire chinois, pour qu'il puisse y avoir une arrivée, une présence de groupes européens, pour que ce ne soit pas ces groupes extérieurs qui fassent la loi, et puis par ailleurs pour préserver la sécurité des individus dans l'usage de leur propre accès au numérique. C'est une grande nouveauté, mais ce n'est que le début. C'est un espace de conflictualité future. Les océans aussi, et là, la Bretagne a un rôle important à jouer. Si on a tenu à Brest ce sommet sur les océans, c'était un signe de la force que peuvent représenter le savoir-faire, les technologies, l'avant-garde scientifique que représente la Bretagne dans ce domaine-là. C'est un atout considérable pour nous, parce que c'est un atout de demain. Et il nous reste 8 minutes. Sur la régulation des grandes plateformes numériques, c'est vrai que l'Europe a beaucoup fait, et c'est grâce à l'Europe que des progrès sont faits, mais on voit aussi que ces grandes plateformes numériques non régulées mettent à mal nos démocraties. Oui. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Oui. Ça peut très bien se passer chez nous. D'ailleurs, les plateformes numériques, chaque jour, diffusent des tas d'informations fausses, qu'on appelle les fake news, qui sont extrêmement dangereuses pour nos démocraties. Comment on peut lutter contre ça? Alors, l'Europe fait son boulot, il faut le dire, parce que c'est vrai, mais comment peut-on lutter Le texte réglementaire qui a été voté sous présidence française,
y compris par le Parlement européen. Je ne parle pas du texte sur les marchés. C'est un premier sujet, mais le problème sur le service. Digital Service Act. Digital Service Act permet de réguler et permet d'empêcher la diffusion de fake news et permet de faire retirer de l'ensemble de l'espace numérique des informations qui sont fausses. Ce texte vient d'être voté il y a peu de temps. Donc c'est le chemin de la raison qui commence à l'emporter. Il faudra du temps à changer les habitudes et aussi à combattre une certaine pseudo-liberté qui consiste à dire tu touches à rien parce que c'est ma liberté que j'ai accès à l'ensemble du numérique dans le monde. Sauf que si cette tendance-là aboutit à la fin de la démocratie, il faut s'en préoccuper très tôt. Clémentine Gallet. Oui, sur les technologies, moi j'ai le spatial, puisque le dernier domaine que vous avez cité, c'est l'espace. Je crois qu'en Europe, on a quand même des fortes puissances, que ce soit en France ou en Allemagne, qui ne sont pas forcément accordées. Comment ça va s'organiser de façon à être vraiment compétitif, parce que les Américains prennent une avance colossale? Oui, mais c'est un enjeu essentiel. Les Américains prennent une avance d'une part, et puis les Russes et les Chinois aussi. La guerre des étoiles, ça devient possible. Parce qu'on commence à utiliser des armes uniquement pour tuer des débris de satellites. Bon, pour l'instant, ce sont des débris de satellites, donc c'est une espèce de manière de faire le ménage dans l'atmosphère. Mais il y a des risques et on n'est pas encore au rendez-vous. On a aussi, entre Européens, à avancer dans ce domaine-là. Mais je peux revenir sur un point puisque je parlais de l'Europe puissance. Moi, je suis frappé de l'accélération. J'ai évoqué la défense assez longuement parce que je connais mieux, mais j'ai vu la crise de Covid gérée par les Européens. Au début, alors que ce n'était pas la compétence de l'Europe. Ce sont les Européens qui ont fait en sorte qu'on sorte de la crise. Parce que ce sont les Européens qui ont fait en sorte de financer les vaccins, qui ont fait en sorte de financer la recherche parce qu'il n'y avait pas de vaccin au début, qui ont fait en sorte ensuite que ces vaccins soient distribués, qui ont fait en sorte ensuite qu'on gère les frontières le mieux possible ensemble. Des choses qu'on n'avait jamais imaginées, que j'ai vécues moi-même, et qui fait aussi qu'aujourd'hui, on essaie de rapatrier sur le territoire européen, c'est ça aussi l'Europe puissance, des parties de notre capacité pharmaceutique qui n'existaient plus, parce qu'il n'y avait pas un gramme de paracétamol qui était produit en Europe. Ça n'est plus le cas. C'est la souveraineté, là, qu'on touche. C'est la souveraineté. C'est pour ça que je parle de souveraineté et de puissance. Et la souveraineté, vous allez la voir là maintenant, dans la manière dont on va traiter, les Européens vont traiter la crise énergétique. On est en train de la traiter positivement, avec des avancées inimaginables il y a encore quelques mois, à la fois pour changer les règles du marché, ne plus faire en sorte que ce soit le gaz qui tire les prix, faire en sorte qu'on puisse échanger de l'électricité entre nous, c'est les accords entre l'Allemagne et la France, faire en sorte aussi que ensemble, on soit solidaires pour refuser désormais tout accès du gaz russe à horizon très, très peu de mois. Donc cette force-là, elle est nouvelle, pour ça que dans le désordre ambiant, j'ai quand même cet espoir. Taïwan, juste un mot, la situation à Taïwan, vous croyez à une intervention proche de la Chine, où la Chine va-t-elle prendre le temps, parce qu'elle sait toujours prendre le temps d'aller là où elle veut? Oui, je n'ai pas de commentaire particulier. Le grand schéma de Xi Jinping, c'est qu'en 2049, donc 100 ans après la création de la République populaire de Chine, la Chine soit la plus grande puissance mondiale. Il le dit, il va le redire dans le congrès qui va se tenir dans le mois prochain. Dans l'esprit de Xi Jinping, c'est toujours été avec Taïwan. Je vous rappelle que nous avons toujours dit qu'il y a une seule Chine. Il y a eu des débats récents, la position de la France depuis le général de Gaulle, ça n'a pas changé. Sauf que nous considérons que le statu quo actuel est un statu quo de sérénité et qu'il faut le maintenir. Sauf que nous ne souhaitons pas, nous ne voulons pas, nous n'estimons pas la confiscation de la mer de Chine méridionale. Et nous le montrons. Et nos bateaux de guerre traversent régulièrement cette zone pour montrer que nous considérons que ce sont des eaux internationales. Voilà quelles sont nos positions. Maurice Bourrigaud, peut-être sur l'après-demain de Jean-Yves Le Drian. Mais oui, diplomate un jour, diplomate toujours. Ça, je ne doute pas que les présidents de la République actuels et futurs fassent appel à vous pour des missions très spéciales et très secrètes. Ça, je n'ai aucun doute sur cet engagement. Vous êtes un homme d'engagement politique
entier. Quel a été votre plus beau mandat? Je pense au mandat de député-maire, l'interco, évidemment, le mandat de maire. Est-ce qu'on regrette ce temps du député-maire, du sénateur-maire, pour son ancrage, les pieds sur terre et la tête à Paris pour régler les affaires du monde? Tous les mandats sont beaux. Hein. Moi, j'ai eu 5... Je dis souvent que j'ai eu 5 vies, que je suis en train de commencer ma 6e. J'ai eu une vie universitaire assez brève, à Rennes. Après, j'ai eu une vie de maire, qui était superbe. Après, j'ai eu une vie de président de région, qui a été aussi formidable. Puis j'étais ministre de la Défense, j'ai eu une vie de militaire. Puis maintenant, une vie de diplomate. Et puis maintenant, une vie... un retour en Bretagne. Mais, pour répondre à Stéphane Bagné, moi, je n'ai pas l'intention de rester inerte. Ça nous aurait surpris. J'avais créé avec d'autres... il y a 2 ou 3 ans, une espèce, on dit maintenant un think tank. Pour ça, un groupe de réflexion, enfin en bon français, et de propositions, qui s'appelle Bryce Lab. Il a essayé de traverser la Covid le mieux possible, et ensuite il s'est trouvé confronté à la période électorale, donc je ne voulais pas que les choses se mélangent, d'autant plus que j'étais un acteur de cette campagne. On va reprendre cela, parce que je pense que les enjeux que nous évoquions montre que la force de la Bretagne, c'est d'abord son vivre ensemble, le savoir-faire Bretagne ensemble. Vous savez, dans la période que nous vivons, je pense que l'heure n'est pas à la guerre civile verbale. Je suis un peu effaré de regarder ça pendant mes vacances. Donc, face aux défis qui sont devant nous, il faut de la solidité collective. Ça n'empêche pas les différents points de vue, ça n'empêche pas des positions des uns et des autres, mais essayons de montrer que les Bretons savent proposer, agir ensemble, et on a devant nous des défis formidables que nous pouvons gérer. Sur la question du numérique, et avec le rôle qu'a Rennes dans le domaine et pas uniquement Rennes d'ailleurs, d'autres villes en Bretagne, dans la cybersécurité, c'est une chance. Que vous avez initié et voulu très fort. J'avais initié il y a quelques années, mais je ne mesurais pas alors l'ampleur de ce que j'avais moi-même initié. Et là, maintenant, c'est vraiment au niveau mondial un enjeu considérable pour notre pays. Il faut aller au FIC, au Forum international de Lille. C'est la seule chose qu'on laisse à Lille. Pour voir que, y compris à Lille, c'est la Bretagne qui pèse. Je suis allé au FIC déjà. L'un des défis dans les territoires, vous êtes un homme des territoires, vous êtes un défenseur des territoires, ça personne ne peut vous l'enlever. L'un des défis, c'est la participation des citoyens. Aux dernières élections régionales, 9 jeunes sur 10 n'ont pas voté. Comment remettre les jeunes dans l'action politique? Comment faire en sorte que le futur se construise avec les jeunes citoyens français? Parce que c'est quand même très inquiétant de voir que 9 sur 10 ne votent pas alors qu'ils se passionnent pour la politique. Oui, je pense qu'une des raisons a sans doute été la manière dont les réseaux sociaux gèrent la politique. Hein. Il y a un sujet, quand même. Sauf que certains acteurs des réseaux sociaux, ou certains devraient être acteurs des réseaux sociaux, ne le sont pas. Enfin bon, je pense qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus, et surtout avoir une réflexion sur la concrétisation des grands enjeux sur un territoire. C'est vrai pour le numérique, je viens de donner l'exemple, mais c'est vrai sur la lutte contre le réchauffement climatique. Il va y avoir des COP, la conférence des États partis, qui vont avoir lieu. Il y en a une qui va avoir lieu au mois de novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte, et une autre à Dubaï en 2018. Ça va être deux moments essentiels. Il faut faire le lien entre les décisions des COP et l'application concrète sur les territoires, en passant par le cadre réglementaire, parce que là, il y en a un qui s'est déroulé, qui s'est mis en œuvre au niveau européen. C'est aussi un élément de l'Europe puissance d'être à la tête de la lutte contre le réchauffement climatique. Clémentine Gallet, dernière question, 45 secondes, questions et réponses comprises. Non, vraiment une admiration profonde pour le parcours et l'homme qui est derrière ce parcours. Ça a été des aventures humaines, je pense, depuis l'origine. L'Orient dans tout ça, enfin, quelle est la promotion des territoires, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant, qu'est-ce que les entrepreneurs qui sont tous là aujourd'hui peuvent faire pour vous aider à prendre le relais des mandats à des ministères qui vous ramènent aujourd'hui dans le territoire?
Là, si je commence à parler de Lorient, ça va être long. Donc, on va faire rapide. Quels sont les grands défis et comment on peut participer? Pour poursuivre cette conversation, venez au Brisland. Voilà. Tout simplement. Pour refermer vraiment ces 10 années au cœur vraiment de la marche du monde, quels seraient vraiment les 3 mots très forts? On n'a pas parlé des terribles attentats 2015 du Bataclan, du Stade de France, mais quels sont les 3 mots que vous avez envie de graver sur ces 10 années au plus près de l'action du monde? Moi, je crois j'ai constaté avoir contribué à donner à nos forces armées, à redonner de la fierté. Fierté? Donner de la fierté aussi à nos concitoyens, je pense, à travers les crises que nous avons traversées. Voilà. Avoir essayé de contribuer à donner la fierté pour notre pays. Merci beaucoup, on peut vraiment vous applaudir très fort. Jean-Yves Le Drian, Monsieur le Ministre, merci infiniment d'avoir lancé cette nouvelle saison du TVR. BPGO Business Club, on aurait aimé vous entendre encore une autre ou d'autres heures nous narrer un peu ces années au ministère de la Défense, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Encore un très grand merci. Merci aux 3 chroniqueurs du jour, Clémentine, François-Xavier et Maurice. Rendez-vous le mois prochain avec bien évidemment l'économie décryptée par celles et ceux qui la font. Encore, Monsieur le Ministre, merci à vous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.